comment une asso avait pu se réimaginer, réinventer pendant le Covid. Bon, il y a une question qui me vient immédiatement que je vous poserai, qui est la parité, parce que je trouve qu'il n'y a pas trop de parité. Donc, qu'est-ce que le e-sport? Comment ça se développe? Pourquoi c'est important dans une association? Qu'est-ce qu'on y apprend et qu'est-ce que vous en retirez? Et puis, comment vous êtes réinventé? Hein, une petite demi-heure. Et puis, traditionnellement, à la fin, dans tous mes interviews, la dernière question, c'est vous qui me la posez. OK? Ok, Parfait. Yes. On va commencer. Donc, vous allez vous présenter et peut-être dire par rapport à l'e-sport comment vous vous positionnez. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'e-sport devient une réalité dans les écoles, peut-être encore plus à GEM. Et donc, à l'issue de cette année scolaire un petit peu particulière, un focus sur cette activité associative à GEM. Et donc, j'ai le plaisir d'avoir 4 Gémiens avec qui je vais pouvoir échanger sur ce sujet. Je vais vous laisser vous présenter. Alors, qui commence? Donc, je vais commencer du coup. Du coup, moi je m'appelle Johan Sek, je suis le vice-président de l'association Enjeu qui s'occupe du coup notamment de l'e-sport à GEM. Ok, ensuite. Samuel Bijard, donc je suis responsable e-sport côté événementiel à Enjeu. Donc voilà, on s'occupe d'organiser tout ce qui est en rapport avec l'e-sport, les événements en lien avec l'e-sport. Ok. Bonjour, moi c'est Lilian Rouchy. Je suis coach Oxygem, ça veut dire coach de l'équipe e-sport de l'association et en même temps de l'école. D'accord. Et pour Guillaume? ma part, du coup, Guillaume Dassé. Donc, moi, j'étais capitaine et je le suis encore jusqu'à l'issue de l'année universitaire d'Oxygem pour la partie League of Legends. Alors, juste pour que ceux qui nous regarderont puissent bien positionner, qu'est-ce qu'enjeu et qu'est-ce qu'oxygène? Alors, peut-être vous, Johan, pour enjeu et puis Guillaume pour oxygène. Alors, Enjeu, c'est l'association de game design et de divertissement de l'école. Donc, on va s'occuper on a plusieurs pôles d'activité. Donc, on va s'occuper de l'organisation des murder parties ou des escape games, la création de serious games pour les entreprises. Et du coup, plus récemment, depuis quelques années, donc avec l'essor de l'e-sport, on s'occupe également du coup de toute la partie création d'événements e-sport ou accompagnement de l'équipe du coup Oxygem qui va représenter l'école et l'association en jeu sur les différents parcours et tournois universitaires en France, sur tout ce qui va concerner l'e-sport. Et donc, Guillaume, oxygène. Donc, en fait, Oxygem, c'est l'équipe e-sport vraiment de l'école qui a été créée à l'initiative d'Enjeu. Le but, c'était d'avoir une identité un petit peu à part pour pouvoir faire rayonner cette équipe et l'école. Donc, concrètement, aujourd'hui, elle est présente uniquement sur un jeu qui est le jeu phare de l'e-sport, League of Legends. Mais après, ça, c'est peut-être plutôt aux autres d'en parler, mais il y a des idées de développement pour la suite. Mais voilà, c'est avant tout une équipe au même titre, par exemple, que les Blue Ace sont l'équipe de volley féminin de l'école, ou encore d'autres équipes de sport plus traditionnelles. D'accord. Une équipe, c'est combien d'étudiants en règle générale? Alors, en fait, ça va dépendre beaucoup du jeu. Donc, par exemple, sur League of Legends, se joue par équipe de 5 joueurs. Mais c'est pas uniquement 5 personnes, puisqu'il y a également des remplaçants. Donc là, on en a un actuellement. Et puis, il y a aussi un staff, un peu à la manière du sport traditionnel. Donc, on a Lilian comme coach principal. On avait aussi l'aide d'un analyste, Mathieu. Donc, parfois, oui, on a aussi un manager. Ça peut vite faire du monde autour d'une équipe. D'accord. Et comment? C'est du sport? Pourquoi c'est logé au sein de l'association en jeu et pas d'un BDS, par exemple?
Alors ça, pour le coup, vaste question. Alors pourquoi est-ce que c'est un jeu qui s'en occupe? On a été ceux qui ont, enfin en tout cas, on a été à l'initiative de la création de cette équipe et on avait cette envie de développer l'e-sport, étant donné qu'on était déjà sur ce secteur d'activité, ou en tout cas que c'est un secteur d'activité qui était pour le coup déjà très présent, ne serait-ce qu'au sein de l'association et dans l'identité que s'était formée l'association au fil des années. C'était pour nous logique tout simplement de créer et d'accompagner cette équipe et le développement de l'e-sport à GEM. Donc il y a déjà eu des discussions avec le BDS concernant ça, mais on s'était justement un petit peu mis d'accord, on va dire, sur le fait que le BDS était plus sur des sports traditionnels et que tout ce qui va concerner du coup l'e-sport serait plus à même d'être géré par l'association en jeu, qui a du coup un pôle totalement dédié à cette mission. D'accord. Et donc, Samuel, comment on pourrait définir le e-sport? Parce que ça commence à apparaître, tu vois que dans l'équipe, il commence à y avoir une rubrique. Quelle pourrait être la définition et les enjeux, sans jeu de mots? En fait, l'e-sport, juste pour rebondir d'ailleurs sur ce qu'on vient de dire avant, nous, on appelle ça l'e-sport et on essaie de faire reconnaître ça comme un sport, mais il y a beaucoup de personnes, même dans l'opinion générale, l'opinion publique, que ce ne serait pas un sport de pratiquer le jeu vidéo parce que il n'y a pas de pratique physique. Mais quand on s'y penche un peu, et comme m'a dit Guillaume tout à l'heure, on voit qu'il y a une équipe entière qui s'occupe de coacher les joueurs, qui s'occupe de préparer leur emploi du temps, leur planning, qui leur fait suivre un rythme de vie quand même, une hygiène de vie une bonne hygiène de vie, parce que c'est quand même très important d'avoir une bonne hygiène de vie. Et donc l'e-sport, on peut dire que c'est la pratique de sport électronique, donc de jeux vidéo. Et aussi, ça se range du côté surtout compétitif, donc les jeux vidéo en général en équipe, comme League of Legends, comme Rocket League, comme Overwatch par exemple. Donc voilà, c'est la pratique de sport électronique. Il y a un engouement parmi les étudiants ou ça reste limité à quelques fans? Il y a un engouement parce que les jeunes, quand même, il y a beaucoup de jeunes de nos jours, une très large majorité des jeunes qui ont déjà touché à un jeu vidéo dans leur vie, que ce soit quand ils étaient petits à Mario ou à Pokémon, par exemple. Et oui, c'est un engouement, on peut le voir parce que l'e-sport, c'est quand même très rangé avec la rediffusion en direct sur Internet, sur la plateforme Twitch, par exemple. Et les audiences, notamment depuis le premier confinement, ont beaucoup augmenté. Et donc voilà, l'engouement chez les jeunes quand même est très haut. Et voilà. Ok. Et donc vous, comment vous êtes organisé à l'école? Quelles sont vos ambitions? Comment vous êtes structuré par rapport à cette activité de e-sport? Je peux laisser peut-être Lilian parler pour Oxygène déjà, je pense. Oui, exactement. Du coup, pour Oxygem, qu'est-ce qu'on parle? On en parlait, c'est le jeu League of Legends. Donc, c'est sur un jeu. On est structuré sur deux équipes. Une équipe qui principalement prend tous les grands tournois, tous les LAN importants. Les LAN, c'est normalement des événements en personne qui sont des tournois entre des écoles de commerce. Par exemple, il y a une très, très grande LAN pour l'EM Lyon, où normalement on devrait y aller en personne, mais à cause du Covid, ça n'a été pas possible. Et du coup, on a une deuxième équipe qu'on appelle l'Académie, qui joue sur une base de toutes les semaines, soit contre d'autres équipes qui trouvent en ligne, soit contre d'autres universitaires qui aussi ont participé à la grosse ligue, qui est le format de toutes les écoles universitaires de France qui s'affrontent dans un tournoi. Et on essaye de rester assez proche que, par exemple, Guillaume, en tant que capitaine de l'équipe qui on appelle l'équipe 1, essaye aussi d'aider à développer les joueurs de l'équipe 2, et que l'inverse, ils ont, par exemple, s'il y a besoin d'un entraînement, que il y a une équipe qui a dit spontané qu'ils ne pouvaient pas jouer, que aussi on a des possibilités à jouer entre les deux équipes. D'accord. Alors vous-même, vous êtes coach. Exactement. On fait quoi quand on est coach d'une équipe de e-sport? Bah,
je dirais personnellement, ça change pas beaucoup d'être coach d'une équipe de sportifs en général, par exemple de foot ou de basket ou quoi que ce soit. On est beaucoup sur une préparation par exemple, regarder les autres équipes. Sur le jeu League of Legends, c'est ce qui s'appelle une méta. Donc, il y a toujours, en gros, il y a 140, un peu plus de 140 personnages. Et il y a toujours un certain style de jeu qui est adapté, qui va être adapté par la compagnie qui fait League of Legends tous les 2-3 semaines. Et il faut toujours rester à jour. Il faut essayer de regarder aussi qu'est-ce qui est le style de jeu que l'équipe adversaire joue. Et normalement, on a des entraînements en personne qui a été aussi un peu compliqué d'organiser cette année. Il n'y en a pas eu. Donc, par exemple, Guillaume, je le connais seulement en ligne. Malheureusement, il n'y a pas eu la possibilité de connaître les joueurs. Donc, on est surtout sur l'organisation et sur le planning et la préparation des jeux, des game day, qu'est-ce qui est les journées de jeu le samedi ou le jeudi. Ça dépend toujours des tournois et des formats. Et comment? Il y a un diplôme de coach de e-sport, et puis comment vous est venue, vous, l'idée ou l'envie de coacher une équipe? J'avais vu l'année dernière, environ dans ce temps, qu'Enjeu recrutait un coach d'e-sport sur le jeu League of Legends. Et comme Samuel l'a dit avant, moi-même, je passais beaucoup de temps dessus. Je jouais pas mal, je me passionnais pour, notamment aussi regardant les professionnels en ligne sur la plateforme Twitch. Et je me suis dit, j'aimerais bien essayer comment est une expérience. Il faut dire aussi, en général, je suis très, très intéressé par le monde du jeu vidéo pour un monde professionnel. J'ai eu l'envie de voir un peu tous les côtés parce que aussi, maintenant, il y a plein de clubs de foot. Par exemple, le Real Madrid qui vient de juste commencer une équipe e-sport. En Allemagne, on a des clubs de foot qui viennent de commencer à sponsoriser. Par exemple, le plus connu, c'est Schalke, qui est une équipe quand même qui a joué Champions League pendant plusieurs années et qui joue en ce moment en première division de foot allemande. Et c'est aussi un marché qui est en France vachement en train de grandir. L'équipe, on va dire, régionale de la France, la ligue qui s'appelle la LFL, est en ce moment la ligue la plus grande des régions petites parce qu'en fait, il y a comme ça s'appelle la LEC, qui est la ligue où il y a 10 équipes, mais qui reste toujours. Il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de changement. Et du coup, il y a des ligues régionales, par exemple la LFL en France, qui quand même arrivent à avoir en moyenne entre 60 et 70 000 supporters en live tous les semaines. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien essayer de voir le côté e-sport en termes coach, parce que notamment aussi, j'ai pas le niveau de jouer en équipe comme d'autres joueurs, comme Guillaume ou d'autres joueurs dans l'équipe. Vous avez dit que ça vous intéressait, y compris sur le plan professionnel, ensuite, quand vous serez diplômé de l'école? Oui. C'est un côté qui m'intéresse, l'e-sport en général, parce que, comme j'ai dit, c'est quand même un côté qui grandit beaucoup. Ou en développeur de jeux, du coup, c'est mon plan parce que moi je suis en BIB, c'est de faire un master après et d'essayer d'intégrer le monde du jeu vidéo. D'accord. Guillaume, c'est un intérêt professionnel ensuite, une fois que vous serez diplômé? Moi, c'est un peu particulier puisque je suis déjà intégré dans le monde du travail. Après, c'est un objectif, pas forcément, c'est peut-être quelque chose sur lequel je reviendrai, mais voilà, Après, je veux dire, ça reste des compétences au-delà d'un aspect projet professionnel. Ça reste des compétences acquises. Il y a de vrais parallèles avec aussi ce qu'on peut trouver dans le milieu du sport plus traditionnel. Par exemple, il y a des notions très importantes comme la gestion de groupe, hein, bien gérer les dynamiques au sein du groupe afin d'accompagner la performance. Ça, c'est quelque chose de très important dans le sport.
aussi dans l'e-sport, mais bien entendu, c'est très important et crucial pour les managers de demain. Donc voilà, même si on n'a pas forcément vocation à faire ça plus tard, je pense que c'est très formateur et c'est une très bonne expérience. Samuel? Alors, c'est pas vraiment. Moi, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en tant que joueur parce que c'est quelque chose en général que je joue avec des amis, de la famille, et donc et surtout l'aspect compétitif me plaît beaucoup dans les jeux vidéo. Moi, je suis rentré en jeu pour voir un peu l'organisation d'événements autour de l'e-sport. Ça m'intéressait parce que je connaissais vraiment qu'en tant que spectateur, surtout sur Internet. Mais c'est pas vraiment un objectif professionnel. C'est quelque chose qui peut rester dans un coin de ma tête parce que si j'aime les jeux vidéo, pourquoi pas travailler dans une boîte qui qui s'occupe de gérer des jeux vidéo. Ça pourrait être intéressant, mais c'est pas vraiment un objectif ultime que je me suis donné d'accomplir. Vous, avant de commencer, vous me disiez que vous étiez en recherche d'année césure. Est-ce que vous l'avez mentionné sur votre CV? Est-ce que ça fait tilt au niveau des entretiens que vous avez eus? Moi, je le mets sur mon CV, oui, que je fais des jeux vidéo compétitifs en équipe. Parce que, en équipe, je le mets parce que, évidemment, ça renforce la capacité à jouer en équipe, ça renforce la capacité à travailler en équipe. En général aussi, j'appuie sur le côté prise de décision. Je pense que Guillaume et Lilian me rejoindront que sur League of Legends, la prise de décision, elle doit se faire en quelques secondes, si ce n'est moins des fois. Donc ça renforce l'esprit d'initiative et la prise de décision. Et l'autre jour, je voyais un titre d'article défiler sur un de mes réseaux sociaux, qui disait les gamers, quelque chose comme les gamers sont de plus en plus les employeurs, pardon, sont de plus en plus attirés par les gamers parce que c'est un profil un peu nouveau et qui, comme je l'ai dit avant, présente de nombreuses qualités qui peuvent se retrouver dans le monde du travail. Ce qui m'a surpris là, dans vos réponses à tous les quatre, c'est la notion d'équipe. Alors pour moi, dans le e-sport, on était plutôt dans le pur individu concentré sur son ordi ou sur sa play ou sur d'autres systèmes. J'ai l'impression qu'il y a véritablement toute une équipe qui est derrière. Comment ça se passe en termes d'intégration, de répartition des rôles? Peut-être que c'est plutôt du côté du coach que je vais poser la question. C'est une question assez compliquée parce qu'elle est beaucoup discutée dans le monde général. Si je parle du monde du e-sport, c'est surtout que ça se passe en ligne sur Twitter, sur d'autres plateformes et des médias sociaux. Et il y a toujours l'esprit de chaque joueur individuel qui veulent gagner. Je pense que c'est un esprit humain qu'on n'aime pas perdre. Et que du coup, sur le jeu League of Legends, il y a 5 joueurs individuels où c'est très important, qui sont tous sur la même page et qui réussissent tous à avoir un esprit d'équipe. Mais comme je viens de dire, par exemple, même dans les équipes professionnelles, on voit qu'il y a souvent des discussions parce qu'il y a quelqu'un qui se voit plus comme un individu que comme une équipe. Donc, c'est aussi un peu là où le rôle de coach vient en place parce qu'il faut voir qu'on crée une relation assez balancée entre l'individu qui veut gagner, qui veut faire de son mieux, et de regarder que aussi il faut des fois faire quelque chose ou jouer quelque chose, comme j'ai dit, un personnel spécial pour l'équipe. Et c'est assez compliqué à gérer les deux côtés et d'essayer d'avoir une bonne balance parce que notamment il y a des gens qui voient plutôt leur même dans l'e-sport en général, mais je pense qu'à Enjeu, on a réussi assez bien à balancer, et comme j'ai dit avant aussi, entre les deux équipes, il y a une très bonne communication et ils s'aident entre eux.
Donc, je pense qu'on a réussi à sortir un peu du côté individuel parce que, notamment, on a tous commencé sur le jeu à jouer nous-mêmes et après, on s'est commencé à intéresser pour des équipes et à réussir de créer cet esprit d'équipe. D'accord. Bon, vous êtes 4 garçons. Est-ce qu'il y a des filles? Est-ce qu'il y a une parité dans les équipes enfin, et en règle générale? Alors, Donc, Guillaume, parler ouais, pour le côté équipe et côté ouais, staff, en total, je crois qu'on est 12 ou 13 garçons. ouais. Donc, non, il y a pas de filles ni dans les équipes ni dans le staff. D'accord. Et c'est une spécificité mais de GEM ou de ce milieu des jeux vidéo? Alors, c'est surtout dû au milieu du jeu vidéo et plus proprement même au milieu de l'e-sport. C'est quelque chose en fait que, enfin, pendant des années, notamment, du coup, quand les jeux vidéo ont commencé à émerger et que ça a commencé à grandir, c'était surtout considéré comme quelque chose pour les garçons, pour les adolescents. Et donc, les femmes ont été très souvent un petit peu mis de côté au niveau de la cible ou rangées sur une catégorie de jeu très spécifique. Aujourd'hui, au niveau des chiffres, ce qu'on voit finalement, c'est que en termes de joueurs, en termes de diversité de profils, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes qui jouent aux jeux vidéo, et ça peu importe le jeu vidéo en question. Mais simplement, il va y avoir cette peut-être en fait l'illusion, on va dire, qu'il n'y a pas de femmes, par exemple, dans le milieu de l'e-sport, parce que il peut y avoir beaucoup de barrières pour elles à l'entrée dans ce monde-là. Encore aujourd'hui, il y a de l'essor au niveau de l'e-sport féminin, mais justement avec ce discours de se dire est-ce que finalement est-ce que c'est vraiment pertinent sur l'e-sport, contrairement à des sports traditionnels, de faire une distinction entre les hommes et les femmes pour faire deux ligues séparées, par exemple. Pour ça, il y avait un bon exemple. Hein, il me semble, il y a 5 ou 6 ans sur League of Legends, justement, où il y avait eu un joueur, il me semble, qui était dans une équipe russe ou qui était lui-même russe, qui était une personne transsexuelle et qui avait joué dans du coup la ligue masculine et qui avait été considéré comme un excellent joueur, si ce n'est un des meilleurs à son époque. Donc, il y a peu de filles, c'est vrai, dans le monde de l'e-sport et dans le monde du jeu vidéo de manière générale. En tout cas, c'est plus compliqué pour elles de réussir à intégrer ce monde-là et à y être prises au sérieux. Mais après, au niveau des chiffres, au niveau des joueurs, il y en a autant. Donc, c'est peut-être cette impression peut-être qui a été construite au fur et à mesure des années, peut-être d'avoir cette impression voilà, de ne pas pouvoir entrer dans ce monde-là et de ne pas y être reconnu pour ses talents. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de machisme, hein, mine de rien, aussi dans ce milieu-là. Donc c'est quelque chose aussi qu'on combat, enfin en tout cas tous plus ou moins à notre niveau. Donc ça peut être les entreprises, les joueurs, les équipes, les ligues, etc. Pour justement essayer de faire en sorte que les femmes puissent intégrer ce monde-là, parce que il y a aucune raison, en tout cas il n'y a pas de raison pour que ce soit considéré comme un domaine qui soit exclusivement réservé aux hommes. Juste rapidement, vous entraînez ou vous passez combien de temps par semaine euh, dans vos activités sportives, Samuel? Alors moi, je joue à un jeu qui s'appelle Rocket League. Donc c'est un jeu de foot, mais qui se joue avec des voitures. Donc c'est un jeu assez complexe, assez dur à maîtriser. Et donc c'est un jeu très très intéressant. Et j'y passe, je sais pas, je dirais une petite ouais, 7-8 heures, je dirais, par semaine. Peut-être une petite dizaine d'heures par semaine à faire de la compétition. Alors c'est de la compétition, on fait des parties en compétition contre d'autres équipes en ligne. C'est du 3 joueurs contre 3 joueurs et une partie ça dure à peu près 5-6 minutes. Et donc voilà, c'est ouais, je dirais une petite dizaine d'heures, je pense, par semaine à jouer avec mes amis. Guillaume?
Alors avec Coxygem, la base de travail, c'était environ donc 2 sessions d'entraînement par semaine, donc typiquement 2 soirées avec donc des sessions qui duraient entre 2 et 3 heures, plus une soirée de compétition. Puisque on était inscrit dans différentes ligues. Et à côté de ça, on a un entraînement individuel, nous chacun de notre côté pour entretenir son niveau. Et je pense que chaque joueur passait au moins 4 ou 5 heures minimum, grand minimum par semaine pour s'entretenir individuellement. Après, pour faire un parallèle au niveau de l'e-sport, à un niveau professionnel, on est arrivé sur quelque chose qui est finalement très proche du sport classique, puisqu'on brise un petit peu les clichés de personnes qui peuvent jouer toute la journée. Aujourd'hui, la plupart des équipes professionnelles ont un rythme où les joueurs vont s'entraîner individuellement le matin et vont avoir un entraînement collectif l'après-midi. Donc un peu comme dans le football où il y a 2 sessions d'entraînement, une le matin, une l'après-midi. Voilà, on a des rythmes qui deviennent de plus en plus ben, professionnel et adapté à des sportifs ou e-sportifs de haut niveau. Et comment après, après les entraînements, les compétitions, vous arrivez à vous reconnecter à la réalité, pas, où il faut un peu de temps pour décompresser? Alors, on n'a pas de souci pour arriver à la réalité, pour revenir à la réalité, pardon, mais après, effectivement, quand on a le goût de la compétition, on peut rester, généralement, on va rester environ une demi-heure encore après pour débriefer entre nous en tant qu'équipe, voir ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait, et puis pour faire retomber un petit peu la pression aussi. Lilian, vous, en termes de nombre d'heures? Oui, c'est une question assez compliquée à répondre parce que, comme j'ai dit avant, c'était déjà une passion avant d'intégrer en jeu, de regarder le League of Legends compétitif de haut niveau. Du coup, même les personnes que j'habite avec, ils disent qu'il y a toujours un téléphone, un ordinateur ou ma télé qui tourne sur un petit stream qui est soit la région de Chine qui est le matin ou la région européenne qui est le soir souvent. Donc, en termes d'heures, je pense que je regarde environ 20 heures de League of Legends compétitif juste pour rester à jour. Après, bah, comme c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, je m'amuse au moins 2 heures à 4 heures par semaine dessus à jouer. Et sinon, bah, des fois, quand on se réunit avec des copains, quoi que ce soit, moi je viens d'Allemagne par exemple, donc je passe pas mal de temps sur des jeux vidéo en général à jouer avec mes copains allemands parce que c'est la seule manière on a possibilité de se voir, on va dire. Et du coup, je pense que par semaine, ça monte en joueur actif, ça monte à 10-15 heures par semaine. Et après, en supporter et en quelqu'un qui regarde bien, ça monte encore à 15-20 heures par semaine. D'accord. En termes d'investissement, c'est un sport qui coûte cher ou pas? Je pense que je peux répondre pour tout le monde. Ça dépend encore une fois du jeu, parce qu'il y a des jeux qui, par les développeurs, qui déjà utilisent plus de capabilités sur un ordinateur que d'autres. Mais en termes d'investissement, il faut un ordinateur. C'est ce que maintenant presque tout le monde a chez soi, parce qu'il y a des cours en ligne, il y a des écoles, des universités, des télétravail. Et après, si on veut voir, il faut une souris qui est compatible avec l'ordinateur et un clavier. On peut être sur un investissement de 300 euros, 400 euros sur l'ordinateur, plus 100 euros dans les accessoires. Ou on peut être sur des ordinateurs qu'il y a plein de gens qui ont aussi, qui sont au large de 1000 euros parce qu'ils aiment bien jouer des jeux un peu plus performants. Donc ça dépend un peu de l'individu. D'accord. Et il faut payer des licences pour avoir accès au jeu ou pas? Non. League of Legends, pour le cas, c'est un jeu gratuit. Par exemple, Samuel, Rocket League, maintenant, c'est gratuit. Oui, Ça a été payant il y ça a été a payé. un an. C'était 20 euros et maintenant c'est passé gratuit. Donc non, vraiment l'investissement est faible pour D'accord. jouer à ces jeux vidéo-là. Ouais. Ok.
Je vais maintenant me tourner vers le président d'Enjeu. Content de de cet investissement et de cet engagement dans le e-sport? Alors, oui, nous, on est contents. Les résultats, après, parlent aussi d'eux-mêmes. L'année dernière, l'équipe Oxygem a été finaliste en Coupe de France des écoles de commerce. Cette année, elle a été demi-finaliste encore. Donc en tout cas, on est très fiers de ce qu'on peut porter au niveau de l'e-sport et de ce qu'on peut apporter dans le monde de l'e-sport, nous, en tant qu'association. Et l'accompagnement aussi dont on peut faire bénéficier à l'équipe Oxygem, qui pour la plupart des membres ne sont pas des membres d'Enjeu. Donc c'est aussi une difficulté supplémentaire pour nous de réussir à maintenir un lien plus ou moins proche avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément et avec lesquelles on ne passe pas forcément beaucoup de temps. Donc le but, oui, c'est clairement de continuer de développer l'e-sport et de développer l'équipe pour pouvoir être considéré sur du moyen et du long terme comme une des meilleures équipes universitaires en France et pouvoir voilà, essayer d'entrevoir des possibilités e-sportives pour les joueurs ou pour le staff qui va travailler autour et qui va les aider à atteindre les objectifs qui leur sont fixés chaque année. Alors, une dernière question pour vous. Une année un petit peu particulière. Comment Enjeu a su s'adapter à la crise sanitaire? Alors, nous, on a eu l'avantage de pouvoir, pour beaucoup de nos événements, en tout cas, proposer des alternatives en ligne. Donc, on s'est surtout tourné sur voilà, la transformation de nos événements en ligne. Pour ce qui va concerner l'e-sport, il n'y a pas eu de difficultés majeures. Étant donné que avant, avec voilà, Internet et la possibilité de faire des choses à distance, la plupart des tournois ont pu être maintenus, les séances d'entraînement aussi, et tout l'accompagnement qui peut y avoir autour. Donc on a essayé en tout cas de faire en sorte de digitaliser les événements qu'on pouvait faire avant en physique et continuer de développer l'e-sport et continuer de participer aux différents tournois et aux différents parcours universitaires e-sportifs qui peut y avoir. Donc ça a été une difficulté, une assez grosse difficulté quand même, notamment sur la préparation de l'événement e-sport de l'année, donc qui s'appelle le G3, que Samuel organise du coup avec son pôle au sein d'Enjeu. Et qui va regrouper du coup toutes les écoles universitaires de France, ou en tout cas le plus possible, pour justement faire un très grand tournoi e-sportif sur 5 jeux. Donc il y a aussi cette difficulté de réussir à rentrer en contact avec les écoles, les convaincre de participer. Également essayer de développer tout ce qui va concerner des partenariats, étant donné que la situation sanitaire est plus ou moins compliquée, ça peut être aussi une difficulté supplémentaire, mais on s'accroche et on continue d'essayer de développer ça. Voilà, il y a des événements cette année en termes e-sportifs ou en termes jeux vidéo qui ont très bien marché, notamment avec le The Event dont Samuel porte le t-shirt, pour lequel on a fait une levée de dons notamment en début d'année, et qui avait extrêmement bien marché. Donc ça montre quand même un gros intérêt pour le streaming, pour le jeu vidéo et pour l'e-sport de manière générale. Merci. La tradition dans toutes mes interviews, c'est que la dernière question, ce sont les interviewés qui la posent. Quelle serait la question que vous aimeriez me poser? Alors, comme vous êtes 4, allez, on peut aller jusqu'à 2 questions. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si vous en avez une. Vas-y, pose-la. Allez-y, Guillaume. Ok, je me lance du coup. Alors, moi, j'ai une question. Donc, on a actuellement un parcours sportif de haut niveau à l'école, qui est un très beau programme, qui fait la fierté de l'école. Enfin, en tout cas, je trouve. Il a accueilli des sportifs exceptionnels comme François Trinduc ou Vincent Gérard. C'est ceux que je connais le mieux, en tout cas, et bien d'autres. Maintenant, avec la professionnalisation du milieu de l'e-sport, est-ce que ce serait envisageable pour une école comme GEM d'avoir un parcours e-sportif de haut niveau, avec bien sûr les mêmes standards, les mêmes exigences de niveau qu'on peut retrouver pour les différents sports? Voilà, est-ce que c'est envisageable? En plus, je pense que ça pourrait être très intéressant, parce que ça répond à certaines problématiques que rencontrent les joueurs professionnels d'aujourd'hui, à savoir leur reconversion,
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui doivent abandonner tout un petit peu pour faire carrière. Donc, vraiment, à l'image du sport traditionnel, on a ce genre de problématique. Donc, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose auquel l'école réfléchit déjà ou, voilà. Alors, deux niveaux de réponse. La première, peut-être sur un aspect beaucoup plus professionnel. On a un accord de double diplôme avec l'IMM à Paris, pour ceux qui souhaitent, qui est un double diplôme MBA jeux vidéo, pour ceux qui souhaitent vraiment aller dans ce domaine, mais plutôt du côté exécutif que du côté sport. Du côté de notre filière de sportifs de haut niveau, les conditions d'accès pour être admis, plutôt conditions d'éligibilité, c'est soit être inscrit sur les listes d'aptitudes de sportifs de haut niveau du ministère, et je ne pense pas qu'il y en ait encore pour les jeux vidéo. Par contre, le deuxième élément, c'est la deuxième possibilité, c'est être professionnel. Et comme le terme professionnel est revenu dans vos propos à plusieurs reprises, on peut tout à fait envisager qu'un e-sportif professionnel, c'est-à-dire ayant un contrat de travail professionnel avec une équipe, une écurie, je ne sais pas comment on peut dire, puisse candidater et rentrer dans cette filière et ensuite avoir un parcours personnalisé qui tienne compte de toutes les modalités que vous avez présentées tout à l'heure. Très bien. Okay. Merci. Moi, du coup, je vais peut-être poser une deuxième question. Oui. Avant cet échange qu'on a pu avoir, vous deviez avoir du coup une image de l'e-sport et du jeu vidéo. Et qu'est-ce que vous retirez un petit peu des discussions qu'on a pu avoir? Quels éléments de réponse ça a pu vous apporter ou quelles questions, au contraire, ça a pu quelles questions vous pouvez vous poser par rapport à ça et voilà, qu'est-ce que vous pensez là, si on devait vous poser la question de l'e-sport et de l'avenir de l'e-sport aussi? Je subodorais que c'était quelque chose qui se développait. Je lis tous les jours l'équipe et donc je vois cette rubrique d'e-sport ou même sur leur site internet. Donc, encore une fois, je vois que c'est quelque chose qui est en train de se développer. Ce que j'ai découvert au travers de l'entretien, c'est deux choses. La première, c'est cette notion d'équipe, d'encadrement d'équipe, de coach, qui me paraît sympa. Et le deuxième, et comment vous avez tous les quatre été capables de bien en parler, c'est quelle exploitation professionnelle on peut en faire. Et c'est peut-être nous, pour vous aider, puisque l'école soutient les associations soutient certaines activités, événements, etc. Peut-être là où il y a un travail à faire de dire comment vous pouvez montrer, ou tous les participants de l'équipe d'Oxygène peuvent montrer que derrière, il y a un gros travail d'équipe et des conséquences professionnelles, ou comme vous l'avez évoqué, un développement de compétences particulières qui sont à mettre en avant. Et puis, j'ai été un petit peu surpris aussi quand vous avez dit les entreprises aiment de plus en plus les gamers. Donc, on a, nous, toute une activité sur les serious games. Il y en a peut-être d'autres. Mais effectivement, dans la formation, l'expérimentation, l'immersion, etc., peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse à des situations de gamers pour que vous ayez, vous et vos collègues ayez encore plus de compétences. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci à vous et puis bonne continuation dans la poursuite de vos activités scolaires diverses et variées, et révisez bien pour les partiels parce que c'est pas du jeu. Déjà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.